Le parti MMM a adressé une lettre aux représentants résidents du FMI pour attirer son attention sur l'utilisation des fonds qu'il a octroyés à Madagascar. Selon un communiqué publié ce 10 mars, le parti estime que ces fonds devraient être affectés aux enjeux sociaux et à la bonne gouvernance. De son côté, la société civile CRAD OI a appelé le FMI et la Banque mondiale à renforcer la surveillance de ces projets. De nombreux projets présidentiels sont bloqués et accumulent des retards de délai, tel le projet Tanamaswaj promis en 2019 mais qui n'a toujours pas abouti. Les ingénieurs en travaux publics pointent du doigt une mauvaise gestion de ces projets où la charrue est mise avant les bœufs, ce qui entraîne leur dysfonctionnement. Le parti Malagasy Miaramyang a adressé une lettre aux représentants résidents du FMI pour attirer son attention sur l'utilisation des fonds octroyés par ce dernier à Madagascar, selon un communiqué publié ce 10 mars. Il s'agit d'une lettre de remerciement pour l'appui du FMI, mais dans laquelle le parti souligne également que ces fonds doivent être alloués en priorité aux enjeux sociaux et à la bonne gouvernance, particulièrement dans un contexte international marqué par le désengagement progressif de l'aide publique au développement. Le parti soutient également la demande des organisations de la société civile en faveur d'un moratoire sur le projet d'autoroute et sur d'autres projets de prestige afin de respecter la loi, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact environnemental et social, ainsi que la priorisation des dépenses publiques. Il appelle enfin le gouvernement à privilégier l'avenir du pays et à mettre un terme à cette gouvernance autocratique et centrée sur des intérêts personnels. De son côté, la société civile, CRAD OI, qui figure parmi les organisations ayant signé la lettre réclamant l'arrêt des projets présidentiels non conformes à la loi, a également appelé le FMI et la Banque mondiale à renforcer la surveillance des critères de pertinence de ces initiatives. Nous appelons le FMI et la Banque mondiale, qui sont censés respecter leurs propres normes de performance en matière d'éviction forcée, à assumer leurs responsabilités en matière de diligence raisonnable, notamment en exerçant une surveillance rapprochée et continue du respect des normes de performance pertinentes pour ce projet et à ne pas se contenter de laisser faire, tout en sachant pertinemment que ce qui se passe n'est pas acceptable et n'est pas conforme aux normes. Les lois encadrant les projets, les normes à respecter, ainsi que les droits de l'homme figurent parmi les principes bafoués dans cette affaire. Les partenaires ne devraient en aucun cas se rendre complices de telles violations, a ajouté la société civile. Donc nous appelons ces institutions financières internationales à prendre leurs responsabilités et à prendre les mesures qui s'imposent face à ce genre de situation qui a des impacts graves sur des populations vulnérables. Et quand nous parlons de prendre des mesures, nous voulons dire très concrètement qu'il faut arrêter de décaisser les financements qui ne devraient pas l'être dans ce genre de situation. Quand on constate qu'il y a un non-respect flagrant des normes et des violations flagrantes des droits des populations affectées par ce projet d'autoroute. Les revendications des politiciens et la société civile continueront et s'intensifieront en réponse aux violations des droits et des lois commises par le gouvernement dans la réalisation des projets présidentiels qui ne répondent pas aux besoins du peuple mais servent uniquement à des fins de fanfaronnade pour les dirigeants, selon les explications fournies. De nombreux projets présidentiels sont actuellement bloqués dans leur mise en œuvre. Les délais de réalisation ne sont pas respectés et les projets sont régulièrement reportés. C'est le cas du projet Tanamaswaj, promis en 2019,
qui n'a vu partiellement le jour, laissant derrière lui des terres et des gravats qui dégradent les cultures, comme l'ont signalé les habitants. Il en va de même pour l'autoroute reliant Atanajiva-Thomas, dont les travaux ont commencé en 2022. Le président avait promis que les 80 premiers kilomètres seraient achevés avant la fin de l'année 2023, mais cette échéance n'a pas été tenue. Le terme a été repoussé à 2024, puis à fin 2025. Bien que le projet soit en retard, le remblayage des rizières a été réalisé dans la précipitation, suscitant la colère des agriculteurs. Par ailleurs, le projet du téléphérique, censé être terminé pour juillet 2024, selon les promesses des dirigeants, n'est aujourd'hui qu'une coquille vide, accumulant des dettes pour les générations futures. Les ingénieurs en travaux publics pointent du doigt une mauvaise gestion de ces projets où la charrue est mise avant les bœufs, ce qui entraîne leur dysfonctionnement. Tsy azo atao mihitsy ny manatateraka tetikasa lehibe raha tsy efa vita ireo kipitsipitsony teo aloha ao anatin'izay le étude zay. Les travaux d'infrastructure d'envergure ne devraient être lancés qu'une fois les études complètes des projets terminés. En procédant ainsi, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs, ce qui explique le blocage de nombreux projets et les plaintes récurrentes de la population. Cela n'a rien d'étonnant, car les procédures nécessaires n'ont pas été respectées. Les détails de la réalisation de telles infrastructures devraient également être transparents. La réalisation d'une grande infrastructure comporte deux phases essentielles, la phase d'étude et la phase de réalisation. Lors de la phase d'étude, on distingue l'avant-projet sommaire et l'avant-projet détaillé, qui doivent être finalisés avant le début des travaux. Ces deux étapes incluent tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre du projet, tels que le choix des terrains, le remblayage et la construction des ouvrages. Il est crucial que cette démarche soit transparente, car elle implique l'utilisation de fonds publics. Pour garantir cette transparence, un appel d'offres ouvert et une manifestation d'intérêt public sont indispensables. En plus des projets bloqués, de nombreuses infrastructures construites sous le régime Radziwiłł ne respectent pas les normes. C'est le cas du stade Barry Mamassen, qui malgré un coût de 77 millions de dollars, n'a pas obtenu l'homologation de la CAF. Par ailleurs, plusieurs grands projets ont été abandonnés après les travaux de fondation, tandis que d'autres, comme le projet d'éthanol dans le district d'Ambilube, ont vu la suite des travaux disparaître sans explication. Les projets présidentiels manquent de profondeur et d'études rigoureuses, tout en souffrant d'un déficit de transparence, tant sur le plan financier que dans leur gestion. Selon le collectif des citoyens et des organisations citoyennes, la redevabilité est indispensable et les citoyens doivent être pleinement informés de la situation de leur pays, notamment en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics. Par rapport à l'utilisation des fonds, pour nous, la transparence aujourd'hui n'est pas opérationnelle. Ne serait-ce qu'au niveau des projets présidentiels, quand on regarde la loi de finances, on voit simplement au niveau des projets présidentiels juste cette appellation, sans aucun détail de en quoi consistent ces projets présidentiels. C'est vrai qu'il y a l'effort qui a été fait avec le PNUD pour mettre en place le site web SIGOB, mais pour le moment, quand je regarde ce site en tant que citoyenne, je ne comprends rien. Je ne comprends pas qu'est-ce que l'on compte faire au niveau de ces projets présidentiels, combien ils vont coûter et qu'est-ce qu'en tant que citoyenne, qu'est-ce que j'aurai comme résultat concret à la fin de ces projets. En raison de l'absence de concertation et d'études appropriées, les dirigeants se précipitent sur des projets qui ne sont pas prioritaires ni pertinents. Alors nous avons toujours dit qu'il était nécessaire que le gouvernement ait une stratégie claire par rapport aux 5 ans de travail qu'il souhaite effectuer. Quels sont les projets pertinents qui répondent aux besoins de la population? Quel est le budget consacré à ces projets? Et quels sont les résultats concrets que la population aura à la fin de chaque projet? Donc aujourd'hui, on n'a pas cette stratégie qui est présente, une stratégie budgétisée, et on n'a pas non plus un compte-rendu annuel du gouvernement, que ce soit au niveau de la présidence, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau de la stratégie globale du gouvernement, sur qu'est-ce qui a été fait, quels sont les résultats obtenus et quelles sont les actions à mener pour améliorer les choses. Les dirigeants doivent définir une vision et une stratégie claire et les communiquer au peuple. Leur supérieur a ajouté le collectif des citoyens et des organisations citoyennes. Les fonds publics sont utilisés pour réaliser ces projets. Il devrait donc y avoir une concertation avec le peuple, une approbation du peuple et non une approche arbitraire et autoritaire.
Les activités du 8 mars à Madagascar sont mal orientées. Cette journée devrait être consacrée aux revendications et non à des festivités ou des cérémonies financées par des fonds publics, comme ce fut le cas ce samedi à Mahajang. Les militantes féministes de Liberty 32 l'ont réaffirmé. Les célébrations actuelles trahissent l'esprit même de cette journée. La lutte pour les droits des femmes à Madagascar n'a pas encore atteint un stade qui justifierait de grandes cérémonies. Ce sont des actions de revendication, à l'image de celles menées par les syndicats qui devraient être privilégiées, ont-elles insisté. Or, à Madagascar, c'est le régime qui devrait être la cible des revendications qui orchestre ces célébrations. Faute d'une politique claire, tant du gouvernement que de la société civile, en matière de lutte pour les droits des femmes à Madagascar, l'attention se porte davantage sur les célébrités. Si cela n'est pas totalement infondé, l'approche reste mal orientée, car le combat est loin d'être terminé. Plutôt que de marquer le long chemin qu'il reste à parcourir, on se contente de célébrer quelques avancées. Quant à celle qui festoie, beaucoup ignorent même la véritable signification de cette journée. Selon les explications, les problèmes du pays liés au non-respect des droits des femmes sont trop souvent instrumentalisés par ceux qui exploitent ces enjeux pour obtenir des financements, sans pour autant apporter de véritables changements. Le 8 mars est devenu pour eux une simple vitrine destinée à impressionner l'étranger. Malgré quelques avancées, les efforts restent insuffisants. Il est essentiel d'encourager les femmes elles-mêmes à aller plus loin dans la revendication de leurs droits, souligné pour sa part le VLMF en Alamangue. Les femmes occupant des postes à responsabilité témoignent des difficultés à concilier travail et vie de famille, une réalité à laquelle elles doivent pourtant faire face. La pression sociale reste forte et le regard de la société souvent critique, en particulier pour les femmes mères adjointes en milieu rural. Les femmes ne peuvent pas mener seules le combat pour leurs droits, elles ont besoin du soutien des hommes, ont-elles déclaré. 6 gendarmes, dont un officier supérieur et un gendarme haut gradé, ont été arrêtés en flagrant délit de dissimulation de cocaïne, saisis sur 2 femmes le 2 août 2024 à Nospelville et destinés à être incinérés. Ce lundi 10 mars vers 15h, ces suspects, accompagnés de 4 civils, ont comparu devant le pôle anticorruption aux 67 hectares. La procureure générale du PAC, Tatan Najiv, a souligné que cette affaire révèle des actes de corruption et d'abus de pouvoir au sein de la gendarmerie nationale. 250 kilos, Lors de la saisie, la quantité de cocaïne déclarée était de 250 kg, mais elle a ensuite été réduite à 110 kg. Cette contradiction dans les déclarations des autorités en charge de l'enquête a été l'élément déclencheur qui a révélé le détournement de la drogue. Ce sont 200 kilos de cocaïne saisis et destinés à être incinérés qui ont disparu. L'enquête a confirmé qu'un officier de la gendarmerie était directement impliqué dans cette affaire. Selon la procureure générale du PAC, l'enquête a confirmé que des officiers de la gendarmerie étaient directement impliqués dans cette affaire. Selon la procureure générale du PAC, les poursuites engagées reposent sur des preuves solides et irréfutables, les suspects ayant été pris en flagrant délit. Le cyclone Jude, qui fait actuellement rage au Mozambique, avec des vents atteignant 195 km/h, devrait toucher Madagascar en fin de semaine. Selon les prévisions communiquées par Météo Madagascar aujourd'hui à 16h, le cyclone touchera la partie sud de l'île. Selon les prévisions, les pluies devraient débuter mercredi prochain dans les Hautes-Terres et l'ensemble de l'île devrait être touché à partir de jeudi. Avant cela, les températures resteront élevées dans plusieurs régions. Dans les côtes, la mer ne sera plus aussi tranquille qu'à l'accoutumée. Les usagers des côtes du centre-ouest et du sud-ouest devront redoubler de prudence. Entre Bessalin et Touliage, l'agitation devrait être telle que les vagues pourraient atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur.